Bonjour à tous, bienvenue dans ce débat donc intitulé « Quel investissement pour les mobilités du quotidien, les défis de la LOM ?» Débattre de cette question des investissements, ce n'est pas quelque chose de très récent. Avec le discours du 1er juillet à Rennes, Emmanuel Macron a lancé une nouvelle étape en actant le fait qu'il y aurait une loi de programmation des infrastructures. C'était quelque chose qui était demandé depuis longtemps par le secteur et notamment par TDIE. Les travaux du Conseil d'orientation des infrastructures, dont on a quand même 3 membres à mes côtés, Philippe Duron, Bruno Cavagné et Louis Nègre, ont lancé la machine, mais ça fait donc maintenant quelques mois qu'ils ont rendu leurs travaux. On commence à avoir une bonne idée quand même de ce qu'il va y avoir dans cette LOM. Sur les volets gouvernance, nouvelle mobilité, la ministre a commencé à égrener titre par titre ses intentions. Par contre, sur le volet infrastructure, on est encore un peu dans le flou. C'est quelque chose, tout le monde a un peu considéré que c'était bon, on allait la voir, mais c'est pas si simple que ça et elle peine à émerger. Donc on va revenir sur ces questions-là. Quels sont les objectifs, les enjeux, les défis, les difficultés éventuelles? Pour en parler, donc, j'ai à ma droite Bruno Cavagné, qui est président de la FNTP, Michel Savy, membre du conseil scientifique de TDIE, président, c'est beaucoup de présidents autour de moi, ou de directeurs. François Poupard, directeur de la DGITM, et Éric Charéron. C'est un bizutage. Directeur aussi, prospective, mode de vie et mobilité dans les territoires chez Keolis, et en plus, donc, Philippe Duron et Louis Nègre, tous les deux coprésidents de TDIE. Et je vais laisser la parole à Louis Nègre, du coup, pour introduire cette table ronde. Prenez le mien. Bien, eh bien, merci de cette passation de pouvoir avec la LOM. La LOM, avant de rentrer dans le vif du sujet que vous avez effectivement mis en avant, une histoire de programmation financière, un détail. On va rappeler simplement que la LOM s'inscrit dans une démarche qui est une démarche d'abord pré-présidentielle, où vous avez effectivement l'UTP, le GART et TDE qui vont faire les états généraux de la mobilité. Et on va préparer donc le terrain, nous, pour que tous les candidats à la présidentielle, qui est la mère des batailles politiques, soient au courant de ce que nous, le secteur des transports, de la mobilité, nous souhaitons. Ça va bien marcher. On va avoir effectivement beaucoup d'interventions et on va chauffer la salle. Là-dessus, le président de la République est élu et derrière, devinez ce qui se passe, on a les assises de la mobilité. Les assises de la mobilité vont être à son tour un succès. Un succès parce qu'il va y avoir énormément d'interventions, y compris par les internautes. Bref, ça va être une consultation très large. Et je n'ai pas souvenir que dans le domaine de la mobilité, on ait eu ce type de consultation-là auparavant. Et après, bien sûr, la consultation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une loi, on est en France. Alors, la loi, c'est la loi d'orientation des mobilités qui va arriver depuis la LOTI. Rappelez-vous, vous n'étiez pas nés pour la plupart ici, il y a 36 ans de ça, et qui a été un progrès considérable dans le paysage des transports. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous prévoit, cette loi? Il y a un certain nombre de points sur lesquels il y a un consensus et je voudrais là aussi saluer la gouvernance de la concertation. C'est pas tous les jours que l'on constate qu'au sein d'un gouvernement, au ministère des Transports en l'occurrence, et donc je parle de Madame Elisabeth Borne en personne, qui s'est déplacée plusieurs fois directement sur le terrain auprès de TDE, auprès du GART, pour écouter en direct les avis des uns et des autres. Donc nous avons eu, monsieur le directeur général de la DGITM, une concertation forte. Je le dis ici publiquement et je tiens à remercier le gouvernement, la ministre, pour cette concertation. Nous n'avons pas toujours eu cette écoute-là. Après, être entendu, c'est une autre affaire. Mais au moins qu'on soit écouté.
Et donc, nous avons toute une série de points, désormais, sur lesquels il y a un consensus suite à ce dialogue extrêmement développé. Il y a un consensus sur la gouvernance qui, désormais, va toucher 100% du territoire national. Aujourd'hui, on a une offre de transport qui ne concerne que à peu près 30% du territoire. Il y a 70% du territoire qui n'est pas couvert par une offre de transport pour nos compatriotes. Ça représente 30% des Français. Grâce à la LOM, nous aurons une couverture pour 100% des Français, 100% du territoire, pour qu'ils puissent avoir une offre de transport. C'est une avancée de type 21e siècle, incontestablement. La deuxième, c'est que nous allons avoir... Vous connaissez tous l'importance des données aujourd'hui, des data. Donc l'ouverture des données transport avec confirmation, ça a été un combat extraordinaire, confirmation donc de la propriété de ces données aux autorités organisatrices de la mobilité. Puis vous avez également l'ensemble des mobilités qui dépendra des AOM. Alors quand je dis ça, pourquoi ? Bien parce que, notamment par l'intermédiaire également de France Urbaine, nous sommes intervenus parce que nous constatons que dans la capitale française, vous pouvez avoir marché sur un beau trottoir et vous heurter à un obstacle. Un obstacle, c'est un vélo qui a été abandonné. Alors il est jaune, il est bleu, il est vert, mais les nouvelles mobilités arrivent, les start-up sont là, voire qu'elles sont chinoises, c'est plus qu'une start-up, mais ça a été fait en dépit du bon sens, sans maîtrise aucune, et donc vous avez un désordre sur la voirie. Donc nous ne voulons pas, nous sommes très favorables à l'innovation, mais nous sommes contre le désordre. Donc nous mettrons dans la loi, avec l'accord de Madame la Ministre, le fait que les AOM seront responsables, coordonneront l'ensemble de ces nouvelles mobilités. Nous avons également, à travers la LOM, un objectif élevé à travers le plan vélo. Le plan vélo, on parle beaucoup du vélo, mais on en est loin. On en est aujourd'hui qu'à 3% dans notre pays, qui est à comparer à la moyenne européenne, qui n'est pas de 4, qui n'est pas de 5, qui n'est pas de 6, mais qui est de 13. Donc 3, 13, il y a de quoi faire, et nous sommes tout à fait favorables pour développer le vélo. Ensuite, on a la sanctuarisation du versement de transport qui est attaquée régulièrement par certains. Je te regarde effectivement, Président Cavagnier, je regarde, mais lui, c'est quelqu'un qui nous aide dans cette démarche. Et donc, je le dis à haute intelligible voix avant le 3 juillet, c'est ça ? Non, il y a quelque chose le 3 juillet, quoi. Bon, bref, je dis le versement de transport, il ne faut pas y toucher. Je l'avais dit à Fillon, je le répète, si on touche au versement de transport, dans le mois qui suit, les transports publics s'arrêtent en France. Parce que n'oubliez pas que c'est un élément essentiel du financement des transports. Et puis, vous avez les expérimentations en matière de nouvelles mobilités, et notamment du véhicule autonome, pour lequel la France est bien placée aujourd'hui au niveau mondial, sans compter l'ouverture à la concurrence du ferroviaire, pour lequel... je pense que là aussi, c'est une avancée très importante pour notre pays. J'avais déposé une proposition de loi. Le gouvernement a repris ça dans un texte plus large, comme vous l'avez vu, et qui vient d'être adopté par le Parlement. Donc, tout ceci sont des points positifs. On a encore quelques petits points de préoccupation dans la LOM. C'est par exemple la TVA, qui... Pour un objet de première nécessité, le déplacement des quotidiens est à 10% au lieu d'être à 5,5. Nous le demandons, nous insistons. Nous souhaitons le rétablissement de la prime pour le vélo à assistance électrique parce que c'est un des meilleurs moyens de transfert modal dans les agglomérations qui coûte relativement peu pour son efficacité. Et puis, nous abordons la question qui fâche, madame. La question qui fâche, eh bien, c'est la loi de programmation financière. Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, TDIE, depuis des années, souhaite, demande, réclame cette loi de programmation financière, un peu comme la loi de programmation militaire, qui, bien que n'étant pas toujours suivie à 100%, reste quand même une loi de programmation et sur un mandat
vous pouvez avoir comme ça une visibilité. Eh bien, dans ce domaine, nous avons pendant des années demandé et, bien entendu, nous espérons être non seulement écoutés, mais entendus. Alors, ces derniers temps, on avait des bruits un peu divers, un peu différents, qui nous inquiétaient. Dieu merci, Philippe Duron a commis une interview qui est sortie aujourd'hui dans Les Échos. Et dans cette interview, au bas de page, je lis la chose suivante. Interrogé lundi par Les Échos, le ministère des Transports. Je ne sais pas qui c'est le ministère des Transports qui a répondu, mais en fait c'est le ministère, donc c'est bon signe. Le ministère des Transports, monsieur le directeur général, s'est toutefois montré très affirmatif. Le très est très important. Hein. Très affirmatif. 2 points, ouvrez les guillemets. La loi d'orientation des mobilités intégrera bien, j'ai bien noté le bien, intégrera bien le volet loi de programmation de financement des infrastructures, assurant que cet aspect n'a jamais été remis en question. Comme quoi, vous voyez, on n'arrête pas d'avoir de bonnes nouvelles. Alors, ces bonnes nouvelles, et pour en terminer avec cette question qui pourrait fâcher éventuellement le public que vous êtes, on se rappelle que le fameux conseil d'orientation, présidé par Philippe, avec un vice-président, qui est là également, eh bien, avait déterminé 3 scénarios. Le premier scénario, je vous le rappelle, sur 20 ans, c'est 48 milliards d'euros d'investissement. C'est déjà plus que ce qui se passait dans le mandat précédent, ce qui est déjà trop pour Bercy, semble-t-il, mais ça reste pour le Conseil d'orientation au fil de l'eau, le minimum. Et avec ça, on ne va pas très loin. Il y avait un scénario 2 qui n'était plus à 48 milliards, qui passe à 60 milliards pour 20 ans. C'est un scénario plus robuste, plus important, qui permet de faire quelque chose. Mais là, on est à plus de 600 millions de plus par an, par rapport à ce qu'il y avait avant. Et puis, il y a le scénario 3, le scénario, selon moi, le plus efficace et donc le plus réaliste pour que la France conserve une position de tête dans l'attractivité de son territoire. Parce que quand vous avez de bonnes infrastructures, vous avez une attractivité. Quand vous avez une attractivité, vous avez des entreprises qui viennent. Et quand vous avez des entreprises, vous avez des emplois avec. Et donc, on a tout intérêt. Et ce 3e scénario est à 80 milliards. Alors, on m'a dit, j'ai entendu, dans les couloirs uniquement, hein, que le scénario 3, oh là là, oh là là, oh là là. Moi, je dis non, pas du tout. La France a l'argent. La France a l'argent de faire le scénario 3. J'ai trouvé l'argent. Si d'aucuns s'y perdent. Depuis le 1er janvier 2018, vous ne vous en êtes pas aperçu et c'est formidable. Mais depuis le 1er janvier 2018, la TICPE a augmenté sur l'essence et sur le diesel. Et quand on fait le total, on s'aperçoit qu'en fin d'année, au 31 décembre 2018, nous aurons, Philippe, voilà la bonne nouvelle, les 3,5 milliards qui nous permettent de faire le scénario 3. Voilà, chers collègues.